dans une exposition. Je suis Pierre Loupillon et j'ai un projet de la conservation de la mémoire des anciens par le récit filmé. Des anciens. Des anciens, quels qu'ils soient. Et donc une œuvre universelle. Exactement. Exactement. Non, la question que je me posais, c'est que effectivement, dans un musée, on a un problème de parcours pour arriver jusqu'à l'œuvre et chacun se pose ses questions. Dans l'objet, c'est sa mise c'est son historique par l'image, l'écrit, le son, qui est importante pour savoir l'importance de cet objet et son histoire. C'est une question que vous me posez. Oui, c'est une question. Dans le musée, on utilise essentiellement le cartel, papier, on va dire. Il y a de la vidéo. On a François Cavana qui nous raconte la truelle, on a d'autres interviewés, et on peut voir les images et entendre ce que ces personnes nous disent. Les entretiens, une partie des entretiens sont des entretiens filmés, ils sont conservés en réserve. D'autres entretiens sont audio décryptés, conservés en réserve. Donc c'est très divers. Mais c'est conservé en réserve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut revenir à l'entretien. Et l'objet dans sa vitrine, donc il y a l'objet, il y a son histoire, il y a l'histoire de la famille, il y a l'histoire du flux migratoire, systématiquement. C'est le procédé d'exposition qui a été utilisé. Pour tous les objets, finalement. Pour les objets de la Galerie des Dons. Ouais. Dans la première partie de l'exposition permanente, on a ce qu'on appelle des totems, qui sont des vitrines en verre, dans lesquelles on aura la valise, les objets de la valise, le petit papier qu'a donné la grand-mère, et la personne qui nous raconte tout ça, qu'on peut écouter. Oui. Et encore une fois, à chaque fois, moi je me fais piéger et je fonds en larmes, enfin j'ai la larme à l'œil, dans comment est-ce que la personne parle de l'objet et qu'on voit l'objet. Mais moi j'ai fait un petit peu d'archéologie et ce qui m'impressionnait le plus, c'est intéressant ça aussi, ce qui m'intéressait le plus dans un objet archéologique, c'était quand on voyait d'une certaine façon la personne qui l'avait fait. Il y a un truc un peu particulier, il y a des vases où pour faire le bec du vase, on fait comme ça. Et suivant les mains, suivant l'humidité de la pâte, il peut y avoir les empreintes digitales et donc on a des objets gallo-romains sur lesquels on a la trace digitale, les empreintes digitales des gens qui sont tracés là. En faisant l'objet, le tour a été trop vite. Il y a une erreur, il y a un trou, et donc c'est rafistolé, il y a une rustine qui est mise. La rustine, elle me raconte beaucoup plus, enfin, elle me séduit beaucoup plus, archéologue amateur, elle me séduit beaucoup plus que l'objet lui-même, parce qu'elle raconte, l'objet ne me raconte rien, la rustine me raconte quelque chose. Et je vois le Gus en train de dire, mince, il va falloir que je mette une rustine. Et ça me plaît. Mais là, il y a de la mémoire qui émerge de l'objet. Émotionnel. Ouais. Émotionnel. Et on va terminer la séquence émotion. Il y a dans le dernier numéro de la revue Les Temps modernes est consacré aux établis. Après 68, autour de 68, certains militants d'extrême gauche estiment qu'il y a un passage nécessaire dans leur vie de militant, c'est de travailler en usine. Un des personnages importants de cette épopée-là, c'est un monsieur qui s'appelle Linhart, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Établi. Et il me semble que c'est dans ce livre-là où il raconte comment il était à côté d'un gars qui récupérait toutes les pièces qui avaient été cabossées dans l'usine.
Et Citroën. c'est Citroën, voilà. Et il a un atelier, il est sur un atelier absolument invraisemblable, avec plein de bordel partout, etc., etc. Alors que la chaîne est extrêmement propre, enfin elle était peut-être sans doute moins propre hier qu'aujourd'hui, mais en tout cas où il y avait un protocole d'organisation de la chaîne très précis. Et lui, il refaisait des pièces gâtées, et il avait un atelier fourbi qui s'était petit à petit fabriqué. Et un jour, il y a une rationalisation dans l'atelier, et donc on lui retire son atelier, et on lui retire son établi, et on met un truc établi. Et on lui met un truc bien carré, etc. Et il n'arrivait plus à redresser les pièces. Et donc, ce qui me fait penser, c'est que cet objet absolument immonde qui était son établi, qu'il avait réussi à fabriquer petit à petit parce qu'il savait qu'il pouvait redresser à tel endroit de l'établi, rebomber un objet à tel il était laid, mais il était sacrément efficace et il conservait toute la mémoire du savoir-faire de cette personne-là. Et l'autre objet était somptueux sans doute, mais il était muet. Si on prend ce qui fait patrimoine, l'authenticité, le sens et l'émotion, on a sur les objets, on en a parlé avec Michel Géraud, l'entretien oral autour de l'objet, il vient justement apporter l'humain, et finalement on a une part d'émotion, c'est l'émotion, c'est ce qui ressort aussi beaucoup des visiteurs de la Galerie des Dômes, c'est l'émotion. Tous sont frappés par l'émotion qui sort de ces témoignages et de ces objets. Alors, je me posais la question de l'interactivité du coup, parce que s'il s'agit de modifier le regard, comme vous avez dit au début de l'intervention, de susciter de l'émotion, puisque c'est des films, ça crée des témoignages, on les enregistre, ça suscite de l'émotion, c'est sûr. Comment est-ce qu'on peut faire l'aller-retour et avoir aussi les retours des visiteurs? Est-ce que c'est aussi un objectif de pouvoir écouter aussi le retour de ceux qui ont ressenti des émotions, qui ont regardé, qui ont peut-être changé leur regard ou affiné leur regard? Je voudrais dire, revenir sur l'émotion. Je crois que c'est... je n'étais pas persuadé que, quand j'étais étudiant en histoire, je n'étais pas persuadé que la question de l'émotion entrerait dans mes préoccupations, mais je pense que l'émotion, les sensations que procure la vision ou l'écoute d'une mémoire, et comment est-ce que, et on n'a pas beaucoup parlé, comment l'artiste peut s'en saisir et peut le restituer, et donc amplifier, poursuivre, prolonger cette émotion, je pense que c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant. Et attention à la nature piégeante, quasi de propagande de l'émotion. Il faut savoir raison garder. Et ce qui est, me semble-t-il, malin dans la démarche du musée, c'est qu'il y a tout un appareillage scientifique qui cartographie, qui date, qui estime, etc., qui fait en sorte que l'objet marche sur ses deux jambes, à la fois l'émotion, mais aussi la rigueur scientifique. Donc, servent de l'émotion, et c'est vrai que la réussite d'un musée se mesure aussi à la masse de sa fréquentation, et si l'œuvre, ce qu'on donnait à voir était sec comme la table, peut-être qu'on aurait encore moins de fréquentation que ce qu'on en a aujourd'hui. Donc, il faut trouver la bonne balance entre émotion et raison. Sur l'interactivité, on pourrait, de façon un peu plaisante, dire que au soir du dimanche qui vient et au soir du dimanche d'après, on saura si le musée a réussi ou non à changer les regards de la population, et que donc que le Front National n'aura pas les scores qu'on nous prédit. C'est pas simple de savoir si on change les regards ou si on change pas le regard, surtout pour en faire le constat. On ne nous dit pas de qui il faut qu'on change le regard. Déjà, c'est une mission, changer le regard.
on ne dit pas, le décret de création du musée ne dit pas de qui on doit changer le regard. Et c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on a, au musée de l'histoire de l'immigration, à se poser la question de qui devrait être notre public? Moi, je réponds pas à cette question. Moi, je me dis que notre public, c'est tous les gens qui habitent dans ce pays doivent être le public du Musée national de l'histoire de l'immigration. Il n'est pas plus à destination des populations immigrées ou issues d'immigration qu'aux populations non immigrées, non issues d'immigration. Il est fait, c'est un musée national, il est fait pour tous, et plus il y a de monde qui ira, quel qu'il soit, mieux il nous semble que ça ira. Donc, on n'a pas là-dessus de retour. Par contre, et ça m'a frappé, c'est que la Galerie des Dons a été réaménagée en fin 2013, non, début 2014, me semble-t-il. Donc il y a eu une réinauguration. Et à 3 ou 4 reprises, et donc les donateurs, bien évidemment, étaient là. Et à 3 ou 4 reprises, j'ai vu des familles se prendre en photo devant la vitrine où était installé l'objet qui avait appartenu à l'arrière-grand-père, etc. Et donc, se constituait dans la vitrine et devant la vitrine, se reconstituaient des filiations, se reconstituaient des généalogies autour, parce que l'objet était entré dans le musée, il y avait, il y avait des filiations qui se constituaient, et la vitrine devenait un... Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler lieu de mémoire, patrimoine familial ou que sais-je, mais en tout cas devenait, ou pèlerinage, ou lieu de pèlerinage, mais en tout cas devenait un lieu important pour les gens dont l'histoire était racontée par cet objet-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question d'aller-retour, mais en tout cas il y avait quelque chose qui se passait là, d'un peu peut-être magique, d'un peu iconique, d'un peu je ne sais pas quoi, mais qui mettait en relation cet objet et la famille de celui qui l'avait donné. Bonjour, donc je m'appelle Manon Istas, je suis anthropologue, je suis pour le moment à Amiens, je fais partie d'un projet régional qui s'appelle Erudipic. Je ne vais pas tout décrire ici, mais en gros, Erudipic, en fait, c'est un projet qui s'intéresse au rôle des sociétés historiques et des associations de loi 1901 dans la préservation de l'histoire locale et du patrimoine en Picardie. Et donc on s'est d'abord beaucoup intéressé aux sociétés savantes, on s'est ensuite intéressé aux associations de loi 1901, et parmi ces associations, il y a une catégorie qui nous pose un peu question, c'est les associations de reconstitution historique ou d'histoire vivante en fait, qui mettent en acte la mémoire et l'histoire, et qui donc vont utiliser ces objets qui peuvent se retrouver dans un musée, mais qui peuvent aussi se retrouver dans des représentations historiques. Alors on trouve un peu de tout forcément dans ces associations de reconstitution historique, des gens qui veulent simplement se costumer, parce qu'il ne faut surtout pas dire se déguiser le week-end, aux gens qui font ça de manière très sérieuse, parce qu'il y a quand même notamment des historiens, des archéologues qui en font partie. Donc je me demandais juste si à l'heure actuelle, enfin si dans votre répertoire vous aviez peut-être relevé ce genre de projet mémoriel, ou si à l'heure actuelle vous devriez en faire un autre, est-ce que vous en tiendriez compte en fait? Je ne sais pas si aujourd'hui, j'imagine la scène, je me demande quelle scène devrait être reconstituée. Est-ce que c'est une scène qu'il faudrait reconstituer à la douane à Marseille? Est-ce que c'est une scène qu'il faudrait reconstituer sur un chantier du BTP en région parisienne, ou dans une mine dans le Pas-de-Calais, puisque vous avez bien pigé que c'était le musée d'histoire de l'immigration. Oui, oui. Et que donc je me costume en immigré, vous vous costumez en chef d'entreprise, et nous jouons la scène de l'embauche. Bon, pour vous dire que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui on ait de quoi mettre cela en scène. Mais ce sont des témoignages non inintéressants pour essayer de trouver la bonne formule. Moi, il y a un truc qui quand je travaillais au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, j'étais avec une équipe d'archéologues notamment, et bien oui, vous le connaissez peut-être, il est désormais archéologue à Amiens, il a un nom breton, dont je ne me souviens plus, il est tout le temps en sandalette,
Vous voyez, barbu, un peu costaud, et il est avec sa femme. Ça, je sais pas, je l'ai vu. Le quelque chose. Ouais, je vois plus, mais oui. Bon, eh bien, ce garçon qui a bossé X temps en Seine-Saint-Denis, notamment sur le village gaulois de Bobigny, sur le grand cimetière gaulois de Bobigny, s'interrogeait sur deux choses. Une partie essentielle du bouclier gaulois, le UMBO, UMBO, d'une part, et d'autre part sur les techniques de métallurgie des Gaulois. Il s'interroge là-dessus. Il est en Seine-Saint-Denis, il traîne dans les foyers maliens, dans les foyers d'immigrants maliens, pour voir comment est-ce que les orfèvres qui existent dans ces foyers-là travaillent. Et il se rapproche du temple sikh de Bobigny, puisqu'il découvre, alors je ne sais pas comment il fait pour découvrir ça, que les Sikhs ont un art martial qui utilise une petite épée et un bouclier. Un bouclier qui ressemble d'assez près au bouclier gaulois. Et donc il souhaite assister à cet art martial pour voir comment est-ce que ce bouclier est utilisé. Et il se rend compte que ce bouclier n'est pas forcément quelque chose de défensif, mais aussi quelque chose d'offensif. C'est-à-dire qu'il y a des coups portés avec le bouclier. Et ça lui donne des éléments de compréhension de ce qu'il découvre quand il fouille un bouclier gaulois, des traces d'usure, des traces de bride, des traces de restauration. C'est en observant l'art martial des Sikhs. Et d'après ça, il fait des reconstitutions. Il ne fait pas des bagarres gaulois-sikhs, mais il fait des bagarres gaulois-romains en proposant, et là ça rentre dans tout un dispositif d'action culturelle, de travail avec le territoire, avec la population du territoire. Il monte des séquences avec des Gaulois, avec des Sikhs costumés en Gaulois, maniant des boucliers gaulois, ayant abandonné leur bouclier sikh au vestiaire, pour être, estime-t-il, au plus près de comment est-ce que les Gaulois pouvaient se servir des boucliers gaulois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc l'objet est mort, et on va chercher la mémoire du sikh contemporain pour redonner vie à ce bouclier gaulois. Le travail est immense. Mais par contre, votre travail sur, excusez-moi, j'en profite, votre travail sur le poids, le travail des associations, des sociétés savantes, des associations d'histoire locale, d'histoire d'archéologie locale, des associations communautaires, des associations de quartier, sur l'histoire et la mémoire et le patrimoine de l'immigration, sont des choses qui nous intéressent bougrement. Il y a 1 mois et demi, on était à Roubaix. Le musée et mon équipe ont organisé une rencontre régionale à Roubaix, à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, et on se posait la question de la mémoire ouvrière maghrébine dans le Nord-Pas-de-Calais. Et juste pour faire une incise là-dessus, c'est impressionnant de voir dans un dispositif comme Mineurs du Monde, qui est un dispositif porté par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et par l'Institut national de l'audiovisuel. Comment est-ce qu'on a donc une série d'entretiens oraux, un grand nombre d'entretiens oraux, à côté d'une collection de films portés par l'INA qui sont tous... c'est vraiment génial. C'est vachement riche, etc. Mais quand on regarde qui sont, ça c'est une belle question, qui sont les gens qui ont été interviewés, à la lecture de leur nom et de leur prénom, on se rend compte qu'il y a des Belges, on se rend compte, enfin qu'il y a des gens qui sont sans doute venus de Belgique, on se rend compte qu'il y a sans doute des gens venus d'Italie, on se rend compte qu'il y a sans doute des gens venus de Pologne, mais quand on cherche les gens venus d'Afrique du Nord, il y en a 2 sur 80. C'est-à-dire que dans un dispositif mémoriel qui articule un territoire, un paysage industriel, un patrimoine industriel, un stock d'images anciennes et un travail d'enquête orale auprès des anciens ouvriers de la mine, tout le monde n'accède pas au rang de témoin
Oui. de la même façon. Alors que les archives de Roubaix, qui ont les archives des compagnies minières, ça apparaît, l'archiviste m'avait dit, la grande surprise, tout le monde voyait les Italiens, les Polonais, etc. Et il y a énormément, avant 1914, énormément de Maghrébins dans certaines compagnies, en grande majorité même. Et cette question-là de qui accède, il y a la question de celui qui va chercher de l'enquête, du témoignage, et donc qui va poser son micro, poser sa caméra, et qu'est-ce qu'il va chercher, mais il y a aussi qui va donner, ou qui est sollicité pour donner. Et en l'occurrence là, dans le dispositif en tout cas mineur du monde, les Maghrébins sont absents ou presque. Alors que, sans doute était-il présent à la fin du 19e, début 20e, sans doute était-il présent entre les deux guerres, ils sont notamment présents, les Marocains, dans les années 60-70. Et il se trouve que c'est eux qui vont fermer les mines. C'est-à-dire que c'est la dernière vague migratoire. Ils ferment les mines. Ils ferment les mines avec un contrat de travail qui n'est pas un contrat de mineur. C'est-à-dire que les houilleurs de France les emploient sur des contrats de 18 mois, leur payent l'aller-retour au Maroc, les réembauchent par un contrat de 18 mois, leur payent l'aller-retour, etc., etc. Ils ne sont pas mineurs. C'est-à-dire que leur statut professionnel, mais aussi leur stature, n'est pas celle du héros de l'aventure industrielle du Nord-Pas-de-Calais, qui est le mineur de fond. Chanté par Zola, par Renaud, et par tant d'autres. Ses maladies professionnelles ne sont pas reconnues. Son accès à toute une série de bonus que donnaient les houilleurs de France, il n'y a pas accès, etc., etc. Alors, s'il n'est pas mineur, sa parole a-t-elle autant de valeur que celle du vrai mineur polonais, du vrai mineur italien, etc., etc. Alors, je ne sais pas par où ça passe, ces distinctions-là, je ne sais pas par où ça passe, le fait qu'il ne parle pas ou on ne va pas l'interroger, mais je trouve que c'est une question sacrément pertinente quand on parle de fabrique de mémoire. Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on oublie? Et quels sont ceux qui parlent et quels sont ceux qui ne parlent pas? C'est peut-être ça le vrai nœud d'ailleurs. Où se fait la rencontre et qui se rencontre? Je m'appelle Frédéric Lopez, je travaille sur un projet de livre collaboratif sur les expériences de formation. De formation? Oui, de formation, oui. Et justement, vous disiez que... Enfin, justement, en fait, là, c'est plutôt une réflexion personnelle. Vous disiez que vous manquez beaucoup de... Ouais, vous n'aviez pas suffisamment, en tout cas, par rapport à l'Afrique noire, notamment. Et comment dire, si il y a une grande part d'importance accordée à l'objet, puisqu'on est dans un musée, on vient pour voir quelque chose, une société qui est très orale et qui, mis à part l'artisanat, n'a que très peu de choses matérielles. Est-ce que du coup, cette culture-là ou cette région-là aura des chances de faire valoir son histoire, ses spécificités, et d'une façon valorisée dans un musée? C'est une belle question. Oui, c'est Une du belle Quai question. Branly. Quel est le patrimoine des pauvres gens? Et si le patrimoine des pauvres gens, c'est la cité des 4000, par exemple, à Courneuve, ce patrimoine n'existe plus. Il a été effacé. Le patrimoine des migrants espagnols à la plaine Saint-Denis, il est en cours d'effacement. Il est en cours d'effacement parce qu'on nous dit qu'il ne vaut pas protection au titre des monuments historiques, parce qu'il ne vaut pas inscription dans le plan local d'urbanisme. Et donc, ben oui, comment on fait pour raconter l'histoire de gens dont on estime qu'ils ne valent pas l'histoire? Et que, en tout cas, on ne sait pas comment les représenter. C'est là où il faut, je ne dirais pas qu'il faut être malin, mais c'est là où il faut être attentif. Pour prendre un exemple dans la Galerie des Dons toujours, et pour vous livrer une belle page de l'histoire de notre musée, il y a une personne de la région de Caille, donc entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie,
qui a fait un don au musée, et qui a fait un don de sa carte de militant à la CGT. Et pourquoi ah bon? Eh bien oui. Le musée a été occupé, je crois que c'est en 2010, pendant 4 mois, par 300 travailleurs immigrés sans papier, accompagnés par la CGT. Juste entre parenthèses, il a fallu que quelqu'un à l'intérieur du musée décide de je téléphone au CRS, je téléphone au ministère de la Culture, ou j'ouvre les portes. La décision était d'ouvrir les portes. Et donc, ils sont restés là pendant pratiquement 3 mois, jour et nuit. Le musée était toujours ouvert. Il y avait des visites. Ils allaient dans les sanitaires du musée, ils rangeaient leurs bagages avant 10 heures, avant l'ouverture au public. Et ce garçon a été parmi ceux qui a largement participé au championnat de baby-foot qui ont été organisés dans le musée grâce à la société Banzini. Banzini, les immigrés italiens, qui est le dernier fabricant de baby-foot à Bagnolet. Ils ont un baby-foot en dépôt dans la galerie des dons, en don dans la galerie des dons. Vous nous avez donné un, on va peut-être en avoir 10, parce que là on a un certain nombre de clients qui sont prêts à jouer au baby-foot, et ça serait bien parce que ça les occuperait un petit peu. Et donc il était attentif à ça, il était attentif à... il y avait des associations militantes qui sont venues dans le musée pour essayer de faire progresser certains dossiers, il y a eu des visites qui ont été faites, et il a été particulièrement attentif à tout ce qui se passait là. Donc, il y a eu des relations qui sont construites entre lui et les conservateurs. Et au moment de partir, hein, il a fait don de sa carte de militant et il y a eu un entretien oral avec lui. Et donc sa carte de militant, elle est tout à fait banale et elle ne raconte pas la région de Caille. Sauf que c'est la sienne et qui raconte toute une histoire autour de ça. Qui croise son parcours migratoire, qui croise son engagement, qui croise l'aventure qu'il a vécue avec le musée, etc. etc. Donc, et ça va, pour autant qu'il y a un conservateur qui dise oui, cet objet-là, ça va, il est bien. Parce qu'il raconte une histoire qui nous intéresse. Et donc voilà, c'est pas forcément un objet artisanal ou un objet caractéristique. La famille d'immigrés russes a donné un cornet à piston parce que le père était cornettiste à piston dans un orchestre du cirque, je ne sais plus lequel. Voilà, et son cornet à piston, il est banal, hein, sauf qu'autour du cornet à piston, on raconte l'histoire de cette personne, l'histoire du cirque, l'histoire des liens entre cirque et immigration, et forains, etc. etc. Donc, pourvu qu'on soit attentif, enfin, toutes les histoires avec un grand H, de tout à chacun, a de la valeur. Hein. Il faut juste trouver ce qui peut la raconter, ce qui peut en faire témoignage. Oui. Je pense que peut-être que vous vouliez parler, plutôt que du patrimoine des pauvres gens, du patrimoine oral comme dans certaines cultures, où par exemple les histoires se transmettent oralement, et il n'y a pas d'objet pour signifier ces histoires, où les chansons se transmettent oralement, où du coup le patrimoine matériel est quasi inexistant. Par contre, il y a toute une spiritualité, des choses à transmettre qui n'aient pas de support matériel. En fait, oui, c'est vraiment ça. Quand je regarde une histoire que je connais bien, le Cap-Vert, c'est très oral, effectivement, et comment dire, il y a vraiment, il n'y a pas de choses, même dans le patrimoine culinaire, des choses qu'on va voir en Afrique noire, par exemple, des instruments pour piler du blé, par exemple. Au Cap-Vert, on n'a pas forcément retrouvé ça, en tout cas pas d'une époque ancienne. Et effectivement, la tradition, en fait, elle se transmet de père en fils, de parent à enfant. Et aujourd'hui, les seuls vestiges qui vont rester, ça va être les témoins de ceux qui ont reçu ces informations et qui vont, par exemple, les chanter, qui vont, par exemple,
les peindre, mais ça va être des réalisations d'aujourd'hui qui vont traduire des récits qu'ils ont reçus de la part de leurs parents ou de leurs grands-parents avant. Et effectivement, aujourd'hui, ça va être des éléments qui seront... ils vont se dire, ça vaut pas la peine de rentrer dans un musée national, parce que bon, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas très important. Si ça avait été un tableau qui avait traversé les âges, là peut-être que la personne se serait dit, effectivement, c'est vraiment révélateur d'une immigration de certaine époque, c'est vraiment révélateur de l'esclavage, par exemple, ou de comment une société entière a évolué suite à la colonisation, par exemple. Et dans ce cas, il y aurait eu quelque chose d'historique qui aurait permis de motiver la personne à remettre cet objet à un musée. Je crois que je comprends. Le musée d'histoire de l'immigration, quand il donne à voir des objets, c'est a priori pas des objets qui témoignent de la société de départ. Ils témoignent avant tout du parcours, c'est un support de cette histoire. On est débordé par des professions de machine à coudre. La machine à coudre, elle est universelle, et donc elle ne raconte rien de la Russie, elle ne raconte rien de la Serbie, ou elle ne raconte rien du Sénégal. Mais quand on dit je suis parti avec une machine à coudre, parce que je savais qu'en partant avec une machine à coudre, j'allais toujours pouvoir me débrouiller, parce que je ne sais pas où j'allais, la machine à coudre, elle raconte le bagage que je prends quand je pars. Elle ne raconte pas le Sénégal, elle ne raconte pas, encore une fois. Et ce qui nous intéresse, c'est l'objet qui a cette capacité à dire le voyage, à dire la séparation, à dire le voyage, à dire l'exil, à dire l'éloignement, à dire... voilà. Et il y a un objet, c'est un tissu avec une odeur. Et aussi, elle dit presque certaines choses qui sont universelles chez les migrants, qu'il y a certains métiers qu'on peut faire quand on est migrant, qui sont les premiers métiers. Et la machine à coudre, elle traverse les âges, parce que souvent la couture reste un métier privilégié, aujourd'hui avec les Chinois, de ces métiers qu'on fait en arrivant. Il y a des choses qu'on retrouve transversalement, quelles que soient les cultures, dans l'installation. Il y a des choses particulières, puis il y a aussi des choses presque universelles, qui relèvent de la migration, du statut de migrant et de l'obligation de devoir reconstruire et de construire des choses en arrivant. Donc voilà, l'objet a rarement à faire avec, est rarement représentatif de la culture d'où provient la personne qui nous a donné l'objet. Alors, je voulais revenir un peu en arrière sur les reconstitutions autour des objets, le fait d'incarner, c'est vraiment ça, de jouer le rôle, de tester avec son corps, parce qu'on l'a revu aussi avec les arts martiaux, de tester corporellement les objets ou la situation. Si dans les immigrations, évidemment, c'est plus difficile, il y a quand même, là je me tourne vers Joseph qui va nous parler de l'Italie, avec les parcours, parce que ce qu'on trouve par contre, en revanche, assez souvent pour vivre de façon corporelle l'immigration, c'est les parcours dans la ville et essayer de refaire des circuits. Et vous avez fait ça dans les Espagnols, pardon. Non, ça. Tu te souviens l'an dernier les Espagnols. les parcours historiques sur les lieux. Les Italiens. C'était les Italiens. Les Italiens, depuis la gare de Lyon, le faubourg Saint-Antoine. La petite Espagne. Voilà, la petite Espagne. La petite Espagne à Saint-Denis, à la face C'était maintenant, un jour de ils ont à peu près tout rasé. Un jour de commémoration, vous n'avez pas eu un parcours particulier sur l'entrée de... La Nové Espagnole, abandonnée, la fameuse Nové. Non, la Nové, c'est la compagnie, la deuxième compagnie, la deuxième division de Général Leclerc, qui les premiers sont entrés à Paris le 24 août 1944, et ils ont décidé de faire une commémoration en refaisant le parcours
de ces soldats espagnols. Ils sont 90% de la compagnie d'origine espagnole. Ils ont refait à peu près l'itinéraire, mais pas tout à fait parce que la mairie du 13e n'a pas voulu qu'ils traversent les petites rues. Et par exemple, quand ils sont arrivés sur le quai Henri IV, maintenant devenu, je ne sais plus, le compagnon de la Libération, ils avaient fait venir le half-track Guadalajara, je crois, qui était stationné au Mont-Valérien. Ils l'ont fait venir sur là où avait fait l'immigration. Je ne sais pas si... voilà, mais voilà, je ne peux pas dire plus de ce que... Dans le même ordre de choses, je sais qu'entre la France et l'Italie, il y a tous les ans un chemin qui est emprunté, qui franchit la frontière, et qui a été emprunté par des Juifs qui ont quitté l'Italie et qui se sont retrouvés en zone non occupée, enfin bref, toute l'histoire. Et donc il y a des associations qui réempruntent ces chemins-là. Alors, le 6 mars, on va aller en Belgique et on ira visiter une mine Varie, je ne sais plus trop quoi, une mine où il y a une catastrophe. Et ça, comme c'est la Saint-Barth et c'est la fête des mineurs, on va aller à Saint-Barth, je ne sais pas. Bon. C'est le président d'Italian Rete qui m'a dit oui, on va aller visiter une mine. Et il y aura une inauguration en même temps. Alors, peut-être vous ramènerez quelques images de la fête des mineurs et de la commémoration. De ces mineurs, et de la catastrophe, il y a eu une grande catastrophe. Alors je ne sais pas s'il y aura de reconstitution ou pas, mais je ne sais pas. C'est le bois du casier à Marcinelle. Tutti est mort. Ouais, là-bas il y a eu une... Voilà. Non mais le truc qu'on retrouve dans les reconstitutions, c'est principalement par rapport aux guerres mondiales. Je me souviens dans une association, il y a il est français mais il est noir. Il a voulu faire partie de l'association de reconstitution. Oui, mais et du coup, il a été assigné, mais il ne le voulait pas, à tirailleur sénégalais. C'est-à-dire c'était le seul rôle qu'il pouvait jouer dans cette alors qu'il ne voulait pas à la base. Lui, voilà. Et donc, on va retrouver les questions d'immigration là-dedans et aussi tout ce qui est mémoire ouvrière. Mais là, on n'est plus du tout dans la reconstitution parce que c'est encore assez douloureux comme passé. Et donc, il va y avoir des reconstitutions éventuellement dans des musées. On va remettre en acte certains, mais on n'est pas du tout dans de la reconstitution des écoles. On est quand même dans une façon de bouger le sujet. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on est en train de faire converger l'histoire industrielle, les lieux de mémoire industrielle et les lieux de mémoire immigrants. Ce serait quand même intéressant. Ça serait, Il me semble qu'autour du film, autour du film Germinal de notre ami Bertrand Blier, il donne des rôles de mineurs à des mineurs qui ne minaient plus, puisque les mines étaient fermées, et il me semble qu'il s'est passé des choses là. C'est qu'il y a eu ces mineurs qui abandonné leur travail depuis 5-10 ans, se sont retrouvés dans la peau de mineurs du 19e siècle, avec les costumes, avec... et il y a eu des choses qui se sont passées là. Il y a eu des chansons qui ont été révélées, il y a eu des attitudes. Une guerre syndicale entre la production. Oui, voilà. C'était à la mine menée par Renault, d'ailleurs. C'est les mineurs de la mine d'Arenberg qui a été une des dernières à fermer. Et qui, donc, c'est une association qui a longtemps aussi fait des parcours mémoriels au sein de la mine. Mais maintenant, ça a été repris par l'Office du tourisme et les collectivités territoriales. Donc l'association est en train d'être innovée dans le... Mais oui, c'était... Là aussi, il y a eu ça en effet. C'est-à-dire que de se remettre dans les habits a reprovoqué des choses. Mais à l'inverse, on peut voir parfois à quel point c'est manipulé, pour reprendre le début de votre introduction. Je pense au Puy du Fou. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé voir cet abominable. On vous reconstruit une histoire. C'est hallucinant. Et toute une région participe et change, transforme. Enfin, alors là, pour le coup, on récupère totalement à des fins politiques d'une autre façon, vraiment l'opposé, justement.